En 1226, Konrad de Mazovie fait la pire erreur de sa vie. Ce duc polonais, épuisé par les raids incessants des tribus prussiennes qui pillent ses terres, appelle à l'aide les chevaliers teutoniques. Ces moines soldats à la croix noire acceptent son invitation, mais négocient des garanties que Conrad ne mesure pas. Toutes les terres conquises leur appartiendront. L'empereur Frédéric II et le pape valident cet arrangement. Les teutoniques débarquent en Prusse en 1230 et ne repartiront jamais. Ce qui suit est une extermination méthodique. Entre 1230 et 1283, les Prussiens disparaissent de l'histoire. Village après village, les teutoniques avancent, tuent, colonisent. Les populations locales sont massacrées ou converties de force. Des colons allemands remplacent les morts. Sur les ruines fumantes, des forteresses surgissent, massives, inexpugnables. L'ordre construit un État d'une efficacité redoutable. En 1237, il fusionne avec les chevaliers porte-glaives et étend son emprise sur la Livonie. Les terres s'accumulent. L'argent afflue par milliers de florins. Le grand maître devient l'un des princes les plus riches d'Europe. Sa capitale, Marienburg, construite sur la Nogat, est une forteresse colossale qui écrase le paysage. Les nobles d'Europe occidentale envoient leurs fils combattre en Prusse pour gagner gloire et indulgence. Les croisés affluent pour participer au Reisen, ces raids dévastateurs contre les Lituaniens. L'ordre teutonique semble invincible. Mais en 1308, les teutoniques commettent leur première grande erreur. Le roi de Pologne, Ladislas Ier, les appelle pour l'aider contre des nobles rebelles en Pomérélie. Les chevaliers interviennent, occupent Danzig et refusent de la rendre. Ils négocient avec le margrave de Brandebourg et s'approprient toute la région. La Pologne perd son accès à la mer Baltique. Un allié devient un ennemi mortel. Les relations se détériorent année après année. Les escarmouches se multiplient. La guerre devient inévitable. Entre en scène Jogaila, grand-duc de Lituanie. Né vers 1351, il grandit dans un environnement brutal marqué par les luttes de pouvoir. Son père Algirdas et son oncle Kęstutis se partagent le territoire lituanien dans une cohabitation tendue. Quand Algirdas meurt en 1377, Jogaila hérite du titre, mais son oncle conteste. En 1382, Jogaila règle le problème brutalement. Il capture Kęstutis et le fait assassiner. Vytautas, fils de Kęstutis, s'échappe et se réfugie chez les Teutoniques. La guerre civile ravage la Lituanie, les Teutoniques jubilent. Ils soutiennent tantôt Jogaila, tantôt Vytautas, affaiblissant les deux pour mieux régner. Mais en 1384, les deux cousins se réconcilient. Unis, ils attaquent les Teutoniques et remportent des victoires. Pendant ce temps, en Pologne, Hedwige d'Anjou, une fillette de 10 ans, est couronnée roi du royaume. Les nobles polonais cherchent un mari puissant pour leur jeune souveraine, quelqu'un capable de reprendre les territoires perdus. Jogaila est le candidat parfait. Il règne sur le dernier grand État païen d'Europe, dispose d'une armée redoutable. Le 14 août 1385, l'union de Crévaux est signée. Jogaila se convertira au catholicisme, épousera Hedwige, deviendra roi de Pologne. Le 18 février 1386, 3 jours après son baptême, il épouse Hedwige. Le 4 mars, il est couronné sous le nom de Ladislas II Jagiellon. Pour la première fois, Pologne et Lituanie sont unies. Les chevaliers teutoniques sont horrifiés. Leur raison d'être repose sur la croisade contre les païens. Mais le grand-duc de Lituanie vient de se convertir. Officiellement, ils ne peuvent plus justifier leur guerre contre un État chrétien. Les teutoniques refusent de reconnaître cette conversion. Pour eux, la Lituanie reste païenne, la croisade continue. Cette position n'est qu'un prétexte. Sans ennemis païens à combattre, l'ordre perd sa raison d'exister. Les donations cessent. Les croisés arrêtent d'affluer. Les teutoniques ne peuvent pas se permettre la paix. Hedwige meurt en 1399 en accouchant. Les nobles polonais demandent à Ladislas de rester roi. En 1401, un nouvel accord consolide l'alliance. Vytautas reçoit le titre de grand-duc de Lituanie en tant que vassal de Ladislas. L'autonomie du grand-duché est préservée, mais les deux États s'engagent à agir ensemble. Les teutoniques se retrouvent face à une coalition formidable. En décembre 1408, Ladislas et Vytautas se rencontrent et prennent une décision radicale. Ils en ont assez des raids, des terres dévastées, des guerres sans fin. Leur plan est audacieux. Marcher directement sur Marienburg, la capitale teutonique, et détruire l'ordre à sa racine.
Pas de demi-mesure, pas de compromis. Cette fois, ce sera jusqu'au bout. Les deux camps cherchent des alliés dans toute l'Europe. Wenceslas IV de Bohême, corrompu par 60 000 florins des Teutoniques, se prononce en leur faveur. Sigismond de Hongrie, attiré par 300 000 ducats, s'allie aussi avec les chevaliers. Il tente même de briser l'alliance polono-lituanienne en offrant une couronne royale à Vytautas. Mais Vytautas reste loyal à Ladislas. Une trêve, signée le 8 octobre 1409, expire le 24 juin 1410. Pendant ces mois, les deux camps recrutent frénétiquement. Les Teutoniques engagent des mercenaires dans toute l'Europe. Des croisés arrivent d'Angleterre, de France, de Hongrie. Ulrich von Jungingen, le grand maître, concentre ses forces à Schweitz pour protéger la Basse-Vistule. C'est un homme d'expérience qui a gravi tous les échelons de l'ordre. Ladislas et Vytautas mobilisent une coalition impressionnante. L'armée polono-lituanienne comprend des chevaliers polonais et lituaniens, des contingents rutènes, des mercenaires bohèmes, des vassaux moldaves, des tatars. Cette diversité est un défi logistique, mais une force militaire considérable. Le 2 juillet 1410, les deux armées se retrouvent à Czerwinsk sur la moyenne Vistule. L'état-major teutonique, qui ignore où viendra l'offensive, a massé ses troupes du mauvais côté. Ce n'est que le 9 juillet, quand l'armée alliée s'empare de Lautenbourg, que leur plan devient clair. Les Teutoniques se précipitent vers l'est pour bloquer les gués de la rivière Drevens. Les 10 et 11 juillet, Ladislas constate que le passage ne peut être forcé. Il décide alors d'une manœuvre brillante, partir vers l'est pour dérouter ses poursuivants. Les Teutoniques, à sa recherche, campent le 14 juillet entre Tannenberg et Grunwald pour bloquer la route vers Marienburg. Ulrich von Jungingen a marché toute la nuit du 14 au 15 juillet, parcourant 25 à 30 kilomètres. Ses hommes sont épuisés, le temps est orageux. La chaleur suffocante des jours précédents a déclenché de fortes pluies. Au matin du 15 juillet, deux armées massives se déploient face à face. Le terrain est une plaine d'environ 4 km². L'atmosphère est lourde. Les hommes sentent que ce qui va se jouer dépasse une simple bataille. L'armée teutonique compte environ 20 000 hommes, dont 700 chevaliers de l'ordre en armure lourde. Le reste comprend cavalerie légère, infanterie, mercenaires. Von Jungingen a déployé ses forces en une ligne solide, concentrant sa meilleure cavalerie face aux Lituaniens qu'il considère comme le maillon faible. Face à eux, l'armée polono-lituanienne aligne entre 30 000 et 39 000 hommes. La cavalerie lourde polonaise forme le flanc gauche commandé par Ladislas. La cavalerie légère lituanienne occupe le flanc droit sous Vytautas. Le centre est tenu par les mercenaires et alliés, organisés en formation profonde de 20 rangs. Les Teutoniques commettent une erreur tactique. Arrivés les premiers, ils attendent que l'ennemi attaque. C'est la doctrine classique. Occuper le terrain, forcer l'adversaire à venir, le fatiguer pendant la charge. Mais les heures passent. L'armée polono-lituanienne ne bouge pas. Elle termine tranquillement son déploiement, laisse ses hommes se reposer. Vers midi, Ulrich von Jungingen s'impatiente. Il fait alors une chose extraordinaire. Il envoie 2 héros avec un présent pour Ladislas. Ce sont 2 épées nues, livrées avec un message insultant. Ces épées de Grunwald sont censées être une provocation, une moquerie. Les Teutoniques insinuent que les Polonais et Lituaniens sont des lâches qui ont besoin d'armes supplémentaires pour combattre. L'insulte produit l'effet inverse. Ladislas garde son calme. Les épées sont acceptées et seront conservées comme trophées de guerre. Mais plus important, ce geste révèle la nervosité des Teutoniques. Ils ont perdu l'initiative psychologique. Un commandant confiant n'envoie pas de provocation. Il attend patient, maître de ses nerfs. La bataille commence dans l'après-midi. Les Teutoniques lancent une charge massive contre le flanc lituanien. Friedrich von Wallenrode, le grand maréchal, mène l'assaut avec la crème de la cavalerie teutonique. Les chevaliers en armure lourde déferlent dans un vacarme de tonnerre. Le sol tremble. L'air se remplit de poussière et de cris. La cavalerie légère lituanienne ne peut tenir face à cette charge blindée. Les premières lignes se brisent. Les hommes de Vytautas reculent, puis semblent fuir vers les bois et villages environnants. Les Teutoniques exultent. Ils croient avoir brisé l'aile droite ennemie. Ils poursuivent les fuyards, s'enfoncent dans la plaine, désorganisent leurs rangs dans l'excitation. C'est exactement ce que Vytautas espérait. La retraite lituanienne est une feinte.
une manœuvre délibérée pour attirer les Teutoniques hors de position. Les Samogitiens, ces guerriers baltes redoutables, utilisent cette tactique depuis plus de 2 siècles, bien avant les Mongols. Pendant que la cavalerie lourde teutonique s'épuise à poursuivre des cavaliers légers plus rapides, le reste de l'armée polono-lituanienne passe à l'action. Au centre et sur le flanc gauche, la bataille devient un carnage. La cavalerie lourde polonaise, fraîche et organisée, enfonce les lignes teutoniques affaiblies par le départ de leur meilleure cavalerie. Les mercenaires bohèmes, les chevaliers rutènes, les guerriers tatars convergent sur le centre teutonique qui commence à plier. Le soleil tape en plein dans les yeux des Teutoniques, les aveuglant. Ulrich von Jungingen comprend son erreur. Il tente de rallier ses hommes, de reformer ses lignes. Impossible, le chaos règne. Les Teutoniques se battent sur plusieurs fronts. Quand la cavalerie lituanienne, reformée et réorganisée, revient sur le champ de bataille, l'étau se referme. Le grand maître prend une décision désespérée. Plutôt qu'ordonner la retraite, il joue le tout pour le tout. Rassemblant ses meilleurs chevaliers, il lance une charge suicide vers l'étendard royal de Ladislas. Si le roi tombe, l'armée ennemie se désintégrera peut-être. C'est le dernier pari d'un homme qui sait qu'il a perdu. La charge est héroïque et terrible. Les chevaliers teutoniques foncent à travers les lignes ennemies, sabrant, taillant, se frayant un chemin dans un océan de fer et de sang. Pendant quelques minutes, ils approchent l'étendard royal. Les gardes du corps de Ladislas forment un mur. Le choc est brutal. L'infanterie polonaise se jette dans la mêlée. Ulrich von Jungingen tombe, tué par plusieurs coups. Avec lui meurent Friedrich von Wallenrode, Kuno von Liechtenstein, Thomas von Merheim, Albrecht von Schwarzburg et une dizaine de commandants. L'élite dirigeante de l'ordre est décimée en quelques minutes. Quand la nouvelle de la mort du grand maître se répand, c'est l'effondrement. Les bannières s'abaissent. Les formations se brisent. Les hommes jettent leurs armes et fuient. La cavalerie polono-lituanienne se lance à leur poursuite. La bataille se transforme en massacre. Sur le champ jonché de corps, dans les bois, les ravins, les ruisseaux, des milliers d'hommes sont taillés en pièces. Les chevaliers teutoniques, qui ont semé la terreur pendant 2 siècles, connaissent la peur absolue. Le soir tombe sur un spectacle apocalyptique. Entre 200 et 400 chevaliers de l'ordre sont morts. Toute la haute hiérarchie anéantie. Plusieurs milliers de morts parmi les mercenaires. Les prisonniers se comptent par milliers. Les bannières teutoniques capturées seront exposées dans la basilique du Wawel, à Cracovie. Marquard von Salzbach et Heinrich Schaumburg, 2 commandants capturés, sont exécutés sur ordre de Vytautas. Ces hommes ont passé leur vie à massacrer des Lituaniens au nom de la croisade. Les corps d'Ulrich von Jungingen et des officiers supérieurs sont transportés à Marienburg pour être enterrés le 19 juillet. Le reste des morts est jeté dans des fosses communes. Pendant des jours, l'odeur de la mort plane sur Grunwald. La victoire est écrasante, mais les conséquences immédiates décevantes. Ladislas et Vytautas marchent sur Marienburg. Château après château, les possessions teutoniques se rendent. En quelques semaines, seuls 8 châteaux restent aux Teutoniques, mais Marienburg tient. Heinrich von Plauen, commandeur de Schwesie qui a survécu à la bataille, s'enferme dans la forteresse avec une garnison déterminée. Les murs sont épais, les provisions abondantes. Von Plauen est obstiné. L'armée polono-lituanienne n'est pas préparée pour un siège prolongé. Elle manque de matériel, de ravitaillement, de volonté commune. Les tensions entre Polonais et Lituaniens refont surface. Vytautas craint que la Pologne tire trop profit de cette victoire. Il retire ses troupes en septembre, affaiblissant le siège. Les Teutoniques appellent à l'aide. Sigismond de Hongrie, Wenceslas de Bohême, l'ordre livonien promettent argent et renfort. Des troupes fraîches arrivent. Le moral remonte. Le 19 septembre 1410, après 2 mois d'efforts, Ladislas lève le siège. Une épidémie de dysenterie ravage son camp. L'hiver approche. L'armée se disperse. Les villes et châteaux conquis sont repris par les Teutoniques. En octobre, seuls 4 châteaux restent aux Polonais. Ladislas lève une nouvelle armée et inflige une autre défaite aux Teutoniques à Koronovo le 10 octobre. Mais l'élan est brisé. Les 2 camps sont épuisés. Le 1er février 1411, la paix de Toruń est signée. Les termes sont modestes. La Lituanie récupère la Samogitie en viager pour Vytautas. La Pologne regagne quelques territoires près de la Vistule. Surtout, l'ordre doit payer 100 000 écus d'argent. Une somme colossale qui met son État au bord de la faillite.
Beaucoup pensent que Ladislas a manqué une occasion en ne poursuivant pas jusqu'à la destruction totale. Mais la réalité était complexe. L'alliance polono-lituanienne était fragile, les ressources limitées. L'Europe chrétienne n'aurait jamais accepté l'anéantissement complet d'un ordre religieux. La paix semble clémente, mais Tannenberg a tué quelque chose d'intangible, l'aura d'invincibilité. Pendant 2 siècles, les chevaliers teutoniques étaient les meilleurs guerriers d'Europe. Combattre sous leur bannière était un honneur. Les donations affluaient. Les croisés accouraient par milliers. Après Tannenberg, tout s'arrête. Qui veut rejoindre une armée vaincue? Qui veut financer un ordre incapable de gagner? Les donations chutent, les volontaires disparaissent. L'ordre doit payer des mercenaires pour sa défense, des mercenaires qui coûtent une fortune. L'indemnité de guerre ruine les finances. Pour la payer, l'ordre augmente les taxes. Les villes prussiennes, peuplées de marchands allemands prospères, supportaient déjà mal la tutelle des moines soldats. Cette pression fiscale brise leur loyauté. En 1440, elles forment la Ligue prussienne, une alliance qui se révolte contre l'ordre. Le conflit aboutit à la guerre de 13 ans, 1454-1466, brutale. Les villes prussiennes s'allient avec la Pologne contre leurs anciens maîtres. L'ordre, criblé de dettes et incapable de lever des armées, subit défaite sur défaite. Le traité de Thorn de 1466 est un désastre. L'ordre perd la Poméranie, Danzig, et doit reconnaître la suzeraineté polonaise sur ses territoires restants. L'État monastique, autrefois l'une des puissances dominantes d'Europe du Nord, est réduit à un vassal. Le siège doit quitter Marienburg et se replier à Königsberg. En 1525, le grand maître Albert de Brandebourg porte le coup de grâce. Il se convertit au luthéranisme et sécularise la Prusse. L'État monastique devient le duché de Prusse un État laïque. L'ordre perd sa raison d'être. Ce qui reste se replie dans le Saint-Empire, où il survit comme institution charitable, loin de sa gloire. La Livonie et la Courlande sont partagées entre Suède, Pologne et Russie. L'empire balte des chevaliers teutoniques disparaît. Tout découle de 7 heures de combat le 15 juillet 1410. Ladislas II, Jagellon sort renforcé de Tannenberg. Sa victoire consolide son règne et valide l'union polono-lituanienne. Il règne encore 24 ans après la bataille, mourant en 1434 après avoir établi la dynastie Jagellon qui dominera l'Europe centrale pendant presque 2 siècles. Ses descendants régneront sur Pologne, Lituanie, Hongrie et Bohême. Vytautas continue à diriger la Lituanie jusqu'à sa mort en 1430. Il maintient l'autonomie de son duché tout en respectant l'alliance avec la Pologne. Sous son règne, la Lituanie atteint son apogée territorial, s'étendant de la Baltique à la mer Noire. Ses ambitions d'obtenir une couronne royale indépendante seront toujours bloquées par la Pologne. Heinrich von Plauen, le défenseur de Marienburg, devient grand maître en 1410. Son héroïsme pendant le siège lui vaut ce poste, mais son caractère autoritaire mène à sa destitution en 1413. Il meurt en exil en 1429, amer, oublié. Tannenberg n'est pas une bataille oubliée. C'est un événement fondateur pour 3 nations. Pour les Polonais, Grunwald devient le symbole de l'unité nationale et de la capacité à vaincre l'impossible. Au 19e siècle, quand la Pologne est rayée de la carte partagée entre Russie, Prusse et Autriche, le souvenir de Grunwald nourrit l'espoir. Jean Matejko réalise en 1878 une monumentale bataille de Grunwald, toile géante qui devient icône patriotique. En 1910, pour le 500e anniversaire, 150 000 personnes participent aux cérémonies à Cracovie. Un monument est érigé représentant Ladislas Jagellon sur son cheval. Pour les Lituaniens, Žalgiris est tout aussi important. C'est la preuve que leur peuple peut tenir tête aux empires. Au XXe siècle, sous l'occupation soviétique puis après l'indépendance, Žalgiris reste un symbole d'identité nationale. Des équipes sportives portent ce nom. Des reconstitutions massives ont lieu chaque 15 juillet. Pour les Allemands, Tannenberg est complexe. Au XIXe siècle, les historiens nationalistes transforment la défaite en mythe. Ils prétendent que les Teutoniques ont été trahis par des chevaliers polonais de la Ligue du Lézard, combattant dans leur rang. Cette théorie du coup de poignard dans le dos sera ressuscitée après la Première Guerre mondiale. En août 1914, l'armée allemande écrase l'armée russe près du même site.
Le lieutenant-colonel Hoffmann convainc le haut commandement de nommer cette victoire bataille de Tannenberg, même si elle s'est déroulée à 30 km du site de 1410. L'objectif est clair. Tannenberg 1914 venge Tannenberg 1410. Les Allemands effacent symboliquement leur défaite médiévale par une victoire moderne. Le maréchal Hindenburg, vainqueur de 1914, est enterré dans un gigantesque mausolée construit à Tannenberg en 1927. Ce monument devient lieu de pèlerinage pour les nationalistes. Après 1945, quand la région devient polonaise, le mausolée est détruit et les monuments allemands supprimés. Aujourd'hui, sur le site de 1410, un musée polonais raconte l'histoire de Grunwald. Chaque année, des milliers de passionnés se rassemblent pour une reconstitution spectaculaire. En 2010, pour le 600e anniversaire, 200 000 personnes ont assisté à l'événement, avec 2200 participants en costume. 6 siècles plus tard, la bataille n'est pas oubliée. Que retenir de Tannenberg? D'abord, que les empires invincibles ont des points de rupture. Les Teutoniques semblaient inarrêtables. Ils avaient reconquis un empire, bâti des forteresses imprenables, créé un État redoutable. En 7 heures, tout s'est effondré. Une seule défaite a suffi pour amorcer un déclin irréversible. Les alliances improbables changent l'histoire. L'union entre un roi catholique et un grand-duc païen fraîchement converti n'avait rien d'évident. Les tensions entre Polonais et Lituaniens étaient réelles. Mais face à un ennemi commun, ces différences ont été surmontées, permettant une victoire impossible autrement. La bataille illustre l'importance de la tactique. Ulrich von Jungingen était un guerrier expérimenté, mais il a commis des erreurs fatales, sous-estimer l'adversaire, perdre patience, lancer une charge suicide, plutôt qu'ordonner une retraite. Ladislas et Vytautas ont fait preuve de discipline, coordination, intelligence tactique. La feinte lituanienne qui a attiré la cavalerie teutonique hors de position est un chef-d'œuvre de manœuvre. Tannenberg rappelle que les événements historiques ne se terminent pas avec les traités. Les conséquences d'une bataille se développent sur des décennies, des siècles. L'ordre teutonique a signé une paix favorable en 1411, mais il était déjà condamné. La blessure était mortelle, elle a juste mis longtemps à tuer. Le 15 juillet 1410, sur une plaine poussiéreuse entre 3 villages, l'ordre médiéval européen a basculé. Les croisés en armure blanche ont appris que la foi et l'acier ne suffisent pas contre des ennemis déterminés et bien commandés. Les Polonais et Lituaniens ont prouvé qu'ils n'étaient pas des barbares inciviliser, mais des nations capables de vaincre les plus grandes puissances militaires. Cette bataille n'a pas seulement déterminé qui contrôlerait les rives de la Baltique, elle a façonné l'identité de nations entières, inspiré des générations, démontré que dans l'histoire, comme sur le champ de bataille, rien n'est jamais acquis. Les invincibles d'hier deviennent les vaincus d'aujourd'hui. Ceux qu'on méprise deviennent les maîtres de demain. Les chiffres de Tannenberg donnent le vertige. 7 heures de combat, 4 km² de carnage. Des milliers de morts dans la chaleur étouffante d'un jour de juillet. Le sol trempé de sang, la poussière mêlée à la sueur et aux cris d'agonie. Les chroniqueurs médiévaux, peu habitués à exagérer les horreurs de la guerre, parlent d'un spectacle digne de l'Apocalypse. Les Teutoniques perdent entre 200 et 400 chevaliers, mais c'est leur élite dirigeante qui est décimée. Le grand maître mort, le grand maréchal mort, le grand commandeur mort, le grand trésorier mort, le grand commissaire mort, une dizaine de commandants importants morts. C'est comme si une nation perdait en une journée son président, son gouvernement, ses généraux, ses chefs militaires. L'ordre ne se remettra jamais de cette décapitation. Les mercenaires et croisés occidentaux payent aussi le prix fort. Beaucoup sont venus chercher la gloire et les indulgences. Ils trouvent la mort dans une plaine dont ils ne connaissaient même pas le nom. Les nobles européens qui ont envoyé leurs fils combattre en Prusse reçoivent des nouvelles terribles. Des familles entières sont endeuillées. Du côté polono-lituanien, les pertes sont aussi considérables, mais mieux supportées. L'armée était plus nombreuse, les pertes proportionnellement moins graves. Surtout, ils ont gagné. Dans la logique médiévale, les morts d'une victoire sont des héros. Les morts d'une défaite ne sont que des cadavres. Les civils des environs découvrent l'horreur le lendemain. Des milliers de corps jonchent la plaine. Les blessés agonisent, appelant à l'aide. Les pilleurs commencent leur sinistre travail, dépouillant les morts de leurs armes, armures, bijoux.
Les fosses communes sont creusées à la hâte. Pendant des semaines, l'odeur de la mort empeste la région. Ce qui est remarquable dans Tannenberg, c'est la guerre de l'information qui l'entoure. Les Polonais étaient maîtres dans l'art de la désinformation. Pendant la campagne précédant la bataille, ils ont utilisé des leurres, des fausses informations, des manœuvres trompeuses. L'état-major teutonique a reçu des rapports contradictoires, ne sachant jamais où viendrait l'attaque réelle. Cette maîtrise de la manipulation stratégique se poursuit après la bataille. Les chroniqueurs polonais rédigent des récits détaillés mettant en avant le courage de leurs chevaliers, la sagesse de Ladislas, l'héroïsme de Vytautas. Le document le plus important, la Chronica Conflictus Wladislae Regis Polonecum Cruciferis, est écrit moins d'un an après la bataille par un témoin oculaire. C'est une source précieuse mais aussi un outil de propagande. Les Teutoniques, eux, doivent expliquer l'inexplicable. Comment une armée réputée invincible a-t-elle pu être anéantie? Heinrich von Plauen, dès le lendemain de la bataille, évoque une trahison. La Ligue du Lézard, des chevaliers polonais combattant pour l'ordre mais conspirant secrètement pour Ladislas, auraient couché leur bannière au plus fort de la bataille, donnant un signal de retraite qui aurait précipité la défaite. Cette théorie du coup de poignard dans le dos est reprise sans recul critique par les historiens allemands du 19e siècle, notamment Heinrich von Treitschke. Elle devient un élément du roman national allemand. Après 1918, quand l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale, cette théorie ressurgit. L'armée allemande n'a pas été vaincue sur le terrain. Elle a été trahie par les politiciens, les socialistes, les juifs. La bataille de 1410 devient ainsi un élément de propagande moderne. Les Allemands de 1914 veulent venger 1410. Les nazis de 1933 présentent leur conquête de l'Est comme la continuation de la mission des Teutoniques. Les Soviétiques, après 1945, établissent un parallèle entre Teutoniques et nazis pour justifier leur domination sur l'Europe de l'Est. Une injustice historique entoure Tannenberg. Le rôle des Samogitiens est souvent minimisé. Ces guerriers baltes, habitants de la Samogitie, aujourd'hui en Lituanie, ont joué un rôle crucial dans la bataille. C'étaient eux, les experts de la feinte tactique qui a piégé les Teutoniques. Les Samogitiens utilisaient cette manœuvre depuis 1132, bien avant que les Mongols ne la popularisent sous le nom de Tulugma. C'était leur spécialité. Une retraite simulée attirant l'ennemi dans un piège, suivie d'un retour brutal quand l'adversaire était désorganisé. Ils avaient perfectionné cette tactique pendant des décennies de guerre contre les Teutoniques. À Tannenberg, Vytautas leur confie une mission secrète. Les Samogitiens ne doivent pas se distinguer par des uniformes. Ils se mêlent à l'arrière de l'armée lituanienne, indétectables. Quand les Teutoniques chargent, ce sont les Samogitiens qui dirigent la fausse retraite, entraînant la cavalerie ennemie loin de ses positions. Puis, au moment crucial, ils reviennent et participent à l'encerclement. Mais dans les récits historiques, surtout polonais, les Samogitiens disparaissent souvent. L'histoire retient Ladislas et Vytautas, les grands chefs. Les Samogitiens, ces sauvages vêtus de peau de bête, comme les décrivent certains chroniqueurs occidentaux, sont oubliés. Pourtant, sans leur expertise tactique, la victoire aurait été impossible. Cette omission révèle les biais de l'historiographie. L'histoire est écrite par les élites. Les rois et grands-ducs laissent des monuments, des chroniques, des légendes. Les guerriers tribaux, même héroïques, disparaissent dans l'oubli. C'est l'une des tragédies silencieuses de l'histoire. Ceux qui combattent et meurent ne sont pas toujours ceux qu'on se souvient. Un élément souvent négligé de Tannenberg est le rôle de la météo. Les jours précédant la bataille, une chaleur suffocante écrase la région. Les hommes en armure souffrent terriblement. Le 15 juillet, le temps change brutalement. Des orages éclatent. De fortes pluies transforment le terrain en bourbier. Pour les Teutoniques, c'est un mauvais présage. Dans la mentalité médiévale, les signes célestes comptent. La pluie le jour de la bataille est vue comme un signe de défaveur divine. Pire, le soleil tape en plein dans les yeux des chevaliers teutoniques déployés face à l'Est. Ils sont aveuglés pendant une partie du combat. Les soldats médiévaux étaient superstitieux. Avant la bataille, des signes avaient été aperçus dans le ciel. Certains chroniqueurs mentionnent des présages,
des visions, des avertissements. Ces éléments, même s'ils semblent anecdotiques, affectent le moral des troupes. Un soldat qui croit que Dieu l'a abandonné combat moins bien. La poussière soulevée par les chevaux, mêlée à l'humidité et à la chaleur, crée un brouillard épais sur le champ de bataille. Les combattants sont aveuglés, ne distinguent pas amis d'ennemis. Le vacarme est assourdissant. Hennissements de chevaux, cris de guerre, choc du métal contre métal, hurlements des blessés. C'est le chaos total. Dans ces conditions, la discipline fait la différence. Les Polonais et Lituaniens, mieux coordonnés, gardent leur formation. Les Teutoniques, désorganisés par leur poursuite ratée des Lituaniens, ne parviennent jamais à reformer leur ligne. La météo ne décide pas de la bataille à elle seule, mais elle joue un rôle non négligeable dans l'issue. Après Tannenberg, tout semble terminé pour les Teutoniques. Leur armée est détruite. Leur élite est morte. Leurs châteaux se rendent les uns après les autres. Ladislas et Vytautas marchent sur Marienburg avec une armée victorieuse. La capitale teutonique semble condamnée, mais Heinrich von Plauen refuse de se rendre. Ce commandeur de Juicy qui a échappé au massacre de Tannenberg se barricade dans Marienburg avec une garnison de quelques centaines d'hommes. Il sait que s'il tient, l'ordre survit. S'il tombe, c'est fini. Von Plauen organise une défense acharnée. Il rationne les provisions. Il maintient le moral. Il répare les fortifications. Surtout, il envoie des messagers dans toute l'Europe pour appeler à l'aide. Les Teutoniques ont des amis puissants. Sigismond de Hongrie promet de l'argent. Wenceslas de Bohême envoie des renforts. L'ordre livonien dépêche des troupes. L'armée polono-lituanienne assiège Marienburg mais rencontre des problèmes. Elle n'a pas de machine de siège lourde. Les approvisionnements sont difficiles. Surtout, l'unité de la coalition se fissure. Vytautas commence à se méfier de Ladislas. Il craint que si Marienburg tombe, la Pologne devienne trop puissante et domine la Lituanie. Une épidémie de dysenterie ravage le camp assiégeant. Les hommes tombent malades par centaines. Le moral s'effondre. Les nobles polonais veulent rentrer chez eux pour les moissons. Les mercenaires réclament leur solde, mais Ladislas n'a plus d'argent. Le 19 septembre, après 2 mois, Ladislas lève le siège. Cette décision sauve l'ordre teutonique. Si Marienburg était tombé, l'ordre aurait disparu en 1410. Au lieu de cela, il survit, affaibli mais vivant. Von Plauen devient grand maître, héros de la résistance. Mais son triomphe est de courte durée. Son caractère autoritaire et ses décisions impopulaires provoquent son renversement en 1413. L'ordre, sauvé in extremis, entame sa longue agonie. Tannenberg a des conséquences qui dépassent la simple défaite militaire. La bataille change l'équilibre géopolitique de l'Europe de l'Est pour les siècles à venir. La Pologne et la Lituanie unies deviennent une superpuissance régionale. Leur alliance contrôle un territoire immense, de la Baltique à la mer Noire. Cette union polono-lituanienne devient le modèle politique dominant dans la région. En 1569, l'Union de Lublin crée une république des 2 nations, un État multinational, multireligieux, avec une noblesse puissante et un roi élu. Cette structure politique unique survit jusqu'au XVIIIe siècle, quand la Pologne est démantelée par ses voisins. L'affaiblissement des Teutoniques crée aussi un vide de pouvoir dans la région balte. Ce vide sera progressivement rempli par la Suède, puis par la Russie. La lutte pour la domination de la Baltique devient un enjeu majeur de la politique européenne pendant des siècles. Les guerres du Nord, au XVIIe et XVIIIe siècle, ont pour théâtre cette région que les Teutoniques contrôlaient autrefois. Tannenberg affecte aussi l'Église catholique. L'ordre teutonique était l'un des principaux instruments militaires de la papauté. Sa défaite affaiblit l'autorité papale dans le nord de l'Europe. Quand la réforme protestante éclate au XVIe siècle, cette région devient rapidement luthérienne. L'ordre lui-même se convertit au protestantisme en 1525. La bataille influence le développement de l'art de la guerre. Les tactiques utilisées à Tannenberg, notamment la feinte de retraite lituanienne, sont étudiées par les théoriciens militaires. L'importance de la coordination entre différents types de troupes, la nécessité de garder des réserves, le danger de poursuivre un ennemi en retraite. Toutes ces leçons sont tirées de Tannenberg. Tannenberg inspire les artistes pendant des siècles. La peinture monumentale de Jan Matejko, réalisée en 1878, mesure près de 10 mètres sur 4. Elle représente le moment culminant de la bataille, avec des centaines de personnages. Cette œuvre devient un symbole national polonais, reproduite dans les livres d'histoire,
les timbres, les affiches. La littérature polonaise se saisit aussi de Tannenberg. Henryk Sienkiewicz écrit en 1900 Les Chevaliers Teutoniques, roman historique épique qui connaît un succès immédiat. Traduit dans 25 langues, il façonne la perception de la bataille pour des générations de lecteurs. Le roman dépeint les Teutoniques comme des envahisseurs cruels et les Polonais comme des défenseurs héroïques. Le cinéma s'empare du sujet. En 1960, le réalisateur polonais Alexander Ford tourne Les Chevaliers Teutoniques, adaptation du roman de Sienkiewicz. Le film mobilise des milliers de figurants pour recréer la bataille. Il remporte un succès considérable en Pologne et dans le bloc communiste, où il sert la propagande anti-allemande. Les Lituaniens ne sont pas en reste. Pour eux, Žalgiris est célébré dans la poésie, la musique, le théâtre. Le nom est donné à des équipes sportives qui deviennent célèbres. Le BC Žalgiris de Kaunas en basketball, le FK Žalgiris de Vilnius en football. Ces équipes portent le nom de la bataille comme un étendard de fierté nationale. Les reconstitutions historiques attirent des milliers de participants. En 2010, pour le 600e anniversaire, 2200 personnes revêtent des armures et costumes médiévaux pour rejouer la bataille. 200 000 spectateurs assistent à l'événement. C'est l'une des plus grandes reconstitutions médiévales d'Europe. Ces cérémonies ne sont pas de simples divertissements. Elles sont des actes de mémoire collective, des affirmations d'identité nationale. Le 15 juillet 1410, pendant 7 heures, sur 4 km² de terrain boueux, l'histoire européenne a basculé. Les chevaliers teutoniques, ces moines soldats qui terrorisaient les côtes baltes depuis 2 siècles, ont été brisés. Leur grand maître est mort. Leur élite dirigeante est anéantie. Leur aura d'invincibilité est détruite. Ils survivront encore un siècle. Mais comme une coquille vide, un fantôme de leur gloire passée. Ladislas Jagellon et Vytautas ont accompli ce qui semblait impossible. Ils ont uni 2 nations aux cultures différentes, aux religions différentes, aux intérêts souvent contradictoires. Ensemble, ils ont vaincu l'ennemi commun. Leur victoire forge une alliance qui durera des siècles et créera l'une des plus grandes puissances d'Europe de l'Est. Mais Tannenberg est plus qu'une bataille. C'est un symbole. Pour les Polonais, c'est la preuve qu'ils peuvent vaincre l'impossible, que leur nation peut survivre même rayée de la carte. Pour les Lituaniens, c'est la démonstration que leur petit peuple peut tenir tête aux empires. Pour les Allemands, c'est une blessure à penser, une défaite à venger, réelle ou symbolique. Les leçons de Tannenberg résonnent encore. Les invincibles d'aujourd'hui sont les vaincus de demain. Les alliances improbables peuvent changer le monde. La tactique compte plus que la force brute. La patience vaut mieux que la précipitation. Le moral des troupes est aussi important que le nombre de soldats. 6 siècles plus tard, les champs de Grunwald sont paisibles. Les villages sont tranquilles. Mais chaque 15 juillet, la mémoire revient. Les reconstitutions ramènent les chevaliers en armure, les bannières flottant au vent, le fracas des armes. L'histoire refuse de mourir. Tannenberg nous rappelle que les événements d'un seul jour peuvent façonner des nations pour toujours. 7 heures de combat, des milliers de morts, un empire brisé, une alliance victorieuse. Et l'Europe ne sera plus jamais la même.